Hello everybody! On se retrouve aujourd'hui pour le bilan culturel du mois d'avril. Plus je découvre des œuvres et plus j'en parle autour de moi, plus je me rends compte que ce qui m'intéresse au-delà des œuvres en elles-mêmes, c'est vraiment le rapport personnel qu'on entretient avec ces œuvres, parce que c'est ce qui permet de se poser des questions et d'évoluer. C'est peut-être un objectif un peu auto-centré, mais en même temps ça permet de se découvrir les uns les autres en tant qu'humains, en discutant autour des réflexions qu'on peut avoir grâce à ces œuvres. C'est quelque chose que j'aimerais intégrer de plus en plus dans mes bilans culturels, en vous posant des questions à vous aussi et en prenant ces œuvres comme support d'une réflexion, d'une discussion qu'on pourrait avoir. C'est pourquoi je choisis aussi de restreindre le nombre d'œuvres dont je vais parler dans ces bilans culturels pour pouvoir développer un peu sur chacune d'elles comme elles le méritent, ou au moins en partie comme elles le méritent. Sinon ça va donner des vidéos beaucoup trop longues qui vont nous maintenir éveillés toute la nuit. C'est pourquoi je suis plutôt douée en d'autres circonstances. Salut à tous les pervers de l'internet. Donc si ce projet vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Comme d'habitude, on commence par les livres. Ouais, c'était déjà comme ça. Le premier s'intitule Histoire des grandes erreurs de management, écrit par Christine Kerdelan en 2016. Christine Kerdelan qui est une journaliste qui a démarré sa carrière en 1986, donc dans les années 90, après avoir été diplômée d'HEC. Elle est donc issue d'une formation commerciale centrée autour du monde de l'entreprise, et c'est un point qui est intéressant à mentionner puisque c'est un livre, comme le titre l'indique en partie, qui est vraiment centré sur le monde de l'entreprise et de leurs erreurs. Car dans cet ouvrage qui est, notons-le, extrêmement bien documenté avec de nombreuses sources et références que vous pouvez toutes retrouver à la fin, dans ce livre, Christine Kerdelan recense environ 150 entreprises qui ont toutes, à un moment donné de leur existence, commis une erreur monumentale. Chacune en prend pour son grade. Christine Kerdelan essaie d'identifier à quel moment il y a eu une couille dans le pâté, pourquoi, à cause de qui, quelles en ont été les conséquences, est-ce que l'entreprise s'en est relevée ou pas, qu'est-ce qu'elle en a appris. Ça c'est aussi une réflexion qui intervient plutôt vers la fin du livre en tant que conclusion. Il y a toute une réflexion sur l'erreur, l'échec, son caractère plus ou moins inéluctable, son caractère plus ou moins positif aussi. On revient notamment sur le regard culturel qui est posé sur l'erreur et l'échec, which is a grand tabou en France, hein, comme on le sait. Hélas, hélas, hélas. Donc il y a une petite partie du livre qui se pose comme manifeste en faveur de l'erreur et de l'échec, ce qui est une très bonne chose à mon sens. Militons pour l'échec. Donc il y a un petit côté philosophe qui va au-delà du simple business, qui pose aussi des vraies questions de société. Et dans ce livre on se rend compte encore une fois à quel point le monde des affaires et le monde de la cité, de la politique pour faire simple, sont étroitement imbriqués, comment ils se font évoluer mutuellement. C'est un livre qui m'a intéressée, alors d'abord pour la combinaison du titre et de la couverture. Couverture qui d'ailleurs s'est barrée. Le titre qui annonce un sujet qu'on peut être tenté de trouver barbant. Et la couverture qui au contraire annonce qu'on va surtout parler du côté rock'n'roll de l'entreprise. Et c'est très fun. Enfin pas toujours, mais c'est intéressant. Le livre est divisé en 12 chapitres qui correspondent chacun à un type d'erreur que Christine Kerdelan a pu identifier et qu'elle a trouvé de commun à plusieurs entreprises qui ont toutes commis cette erreur à leur manière, car la différenciation est un facteur de compétitivité même dans l'erreur. Donc parmi ces chapitres on retrouve par exemple l'erreur sur le produit ou le service. On apprend d'ailleurs que Panzani a tenté de lancer une boîte de raviolis dessert à la fraise, ce qui n'a pas marché. Il y a d'autres chapitres sur l'erreur de sous-estimation de l'importance de l'équilibre financier et budgétaire, un chapitre sur les erreurs de communication, où par exemple on parle du cas de Perrier, ou même de Nicolas Sarkozy, qui bon n'est pas une entreprise en elle-même, mais qui manage sa
carrière et son image politique. Un chapitre qui est intéressant, qui s'appelle La tentation mégalomane, où on se rend compte que la vision et l'ambition trop grande peut mener une entreprise tout entière à sa perte. Un autre chapitre intéressant sur l'aveuglement délibéré, où on revient par exemple sur l'affaire Jérôme Kerviel, que j'ai découvert sous un angle que je ne connaissais pas. L'erreur aussi sur le non-respect de la culture d'entreprise, où là on revient sur par exemple la crise des suicides chez Orange. Un chapitre sur l'erreur de timing, trop tôt ou trop tard. Un chapitre sur les erreurs à l'exportation, quand on comprend mal un marché, les différences culturelles. Sur ce point, il y a un développement très intéressant sur l'entreprise Mattel et l'exportation des poupées Barbie en Chine. Un flop énorme. Il y a des chiffres, il y a vraiment des noms, on comprend les processus qui ont mené à telle ou telle décision. Par exemple, un cas qui est bien développé, c'est le lancement de la navette spatiale Challenger, qui a explosé au départ, hein, si vous connaissez l'histoire. Décollage. Décollage de la 25e mission. 30 secondes plus tard, la navette vole à 5000 mètres au-dessus de la Floride. Challenger traverse la couche la plus épaisse de l'atmosphère. Augmentation de la poussée des moteurs à 104%. La navette vole à pleine puissance pour atteindre son orbite. Oups. Et vraiment là, c'est hallucinant. On se dit mais comment une telle erreur a pu se produire? Je vous promets qu'on se dit ça et pourtant elle s'est produite. Donc c'est aussi un livre qui, je trouve, invite à l'humilité, parce qu'on se rend compte que certaines erreurs d'abord sont... L'échec est souvent plus collectif qu'individuel, malgré ce qu'on peut essayer de nous faire croire. Donc la responsabilité n'est pas toujours facile à trouver, et est-ce qu'elle doit l'être? Ça c'est une autre question. Mais ça invite à l'humilité aussi parce que certaines erreurs, on s'en rend compte, étaient sans doute inévitables, ou on aurait difficilement pu savoir que ça allait mener à un tel échec avant d'essayer, d'où l'importance d'essayer. Et d'autres erreurs, par exemple le dernier chapitre qui concerne les fautes éthiques et morales, là on peut se dire quand même, on aurait pu s'en douter qu'il allait y avoir un petit souci. Il y a aussi vraiment des erreurs, mais assez subtiles qu'on analyse, qui ne sont pas des réelles erreurs, mais qui ont été perçues comme telles par les journalistes, par l'ensemble du monde des affaires et par le grand public, qui était en fait mal informé sur la raison de telle ou telle prise de décision. Je vais pas vous détailler ce cas-là, mais vraiment il y a des choses hyper instructives, et ça invite à ne pas voir le monde en tout noir ou tout blanc, encore une fois, est-il besoin de le répéter. C'est un livre qui pour moi a été plein d'instructions et d'enseignements, certes purement théoriques, ce qui a ses limites, mais je ne manquerai pas d'appliquer ces enseignements et ces mises en garde quand je serai CEO, just wait for me bitches. Mais c'est un livre qui, au-delà des étudiants en école de commerce comme moi ou des managers eux-mêmes, je pense que c'est un livre qui peut intéresser beaucoup de gens, en tout cas les gens qui s'intéressent au monde de l'entreprise et du débat public, parce qu'il donne où est un premier pied dans l'acquisition d'une bonne culture générale du monde de l'entreprise, en lien aussi avec la politique, principalement en France, mais pas que, depuis le début du XXe siècle. Et on se rend compte, ou on étudie le cas d'entreprises qui ont vraiment structuré des modes de pensée aussi. L'entreprise est aussi bien éducatrice des consommateurs, au-delà même de la consommation du produit, elle façonne ses modes de pensée, d'agir, et ça c'est vraiment intéressant de le voir à travers certains cas. Et en retour, l'entreprise est influencée par les évolutions de la société, ce qui est acceptable à un moment qui ne l'est plus à un autre. Et si certains cas vous intéressent plus que d'autres, vous retrouvez évidemment toutes les références et les sources utilisées par l'auteur en fin d'ouvrage. Et je vous souhaite que votre couverture à vous soit un peu plus solide. Car les erreurs sur le produit ou le service comprennent aussi les erreurs de packaging défectueux. N'est-ce pas, Folio? En plus c'est Folio. Vous voyez, même les entreprises sérieuses et renommées peuvent connaître des conneries telles que celle-là. Oui, je respecte beaucoup mes livres. La connaissance est faite pour être pétrie. Second livre, encore une fois de la non-fiction,
La peur des autres, co-écrit par 2 médecins psychiatres du nom de Christophe André et Patrick Légeron. Oui, c'est un sacré titre. C'est un livre qui m'a été recommandé par quelqu'un de cher qui pensait que ça pourrait m'aider sur une problématique précise que je rencontre dans ma douce vie. Ce qui n'a pas été le cas, je n'ai pas trouvé réponse à mes questionnements existentiels dans ce livre. Néanmoins, je suis très contente de l'avoir lu et je vais vous dire pourquoi. C'est donc un livre qui traite du sujet très large de l'anxiété sociale, qui représente un spectre allant de la timidité non pathologique et très répandue jusqu'à la véritable phobie sociale qui se révèle un handicap majeur pour les personnes concernées. On s'intéresse donc à toutes les formes que peut revêtir l'anxiété sociale, qui n'est pas toujours détectable, d'où la difficulté pour certaines personnes concernées à prendre conscience qu'elles sont atteintes d'un trouble qui porte un nom et qui est commun à une partie de la population, dont on a les pourcentages d'ailleurs dans le livre, mais que je n'ai pas retenu. Et la difficulté aussi à réaliser qu'il y a des soins possibles et à portée de main. Et c'est un livre aussi qui répète que la médecine, à l'heure actuelle, n'est pas seulement question de soulager les souffrances ou sauver des vies, mais c'est aussi une science qui doit aider à améliorer la qualité de vie de la population dans son ensemble, et les troubles psychiques font entièrement partie de la qualité de vie. Donc c'est intéressant aussi de voir que dans le livre on revient sur, en filigrane, une partie de l'histoire de la psychiatrie et sur les débats, les controverses qui peuvent animer le milieu entre diverses écoles et divers professionnels de santé, des psychiatres en l'occurrence. Par exemple, il y a toute une opposition entre la psychothérapie traditionnelle qui se rapproche de la psychanalyse et les TCC qui sont les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont un mode de soins assez simple, en tout cas dans leur logique, qui sont logiques justement, qui sont efficaces et pleines de bon sens. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 psychiatres expliquent en fait que ce qui est important d'abord dans le choix d'une méthode de soins pour un patient, c'est vraiment l'efficacité, c'est la première des choses qui devrait être observée, ou quand il s'agit d'un médicament par exemple, est-ce que les bénéfices dépassent les effets secondaires négatifs. Vraiment il faut raisonner de manière très rationnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que les auteurs expliquent que les TCC sont de plus en plus prescrites ou développées par les thérapeutes avec leurs patients, mais qu'elles ont du mal à s'imposer, surtout en France, parce qu'en France, on aime bien donner aux choses l'air plus compliquées qu'elles ne le sont véritablement, avec de grands mots, de grands concepts, parce que ça permet de se donner l'air intelligent. Toi-même tu sais. Hélas, hélas, hélas. Donc en plus de ces petites parenthèses sur l'histoire de la psychiatrie et des débats médicaux qui concernent directement les patients mais qui sont menés dans la sphère médicale, on revient sur les origines possibles, probables. Encore une fois, on raisonne beaucoup par hypothèse. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits avec des conclusions qui pour le moment ne sont pas définitives. Comme vous le savez, la science est un processus itératif. Donc on revient sur les origines possibles de la timidité ou de l'anxiété ou de la phobie sociale, pourquoi certaines personnes sont plus touchées que d'autres, quel est le rôle des paramètres biologiques, de l'éducation, des modèles parentaux, des événements traumatisants dans une vie. Il y a beaucoup d'explications possibles et chaque patient est un cas unique, même si évidemment il y a beaucoup de traits communs et c'est ce qui permet de soigner des troubles de la sorte. The sun has come out! Hi sun! En ce qui me concerne, les 2 parties qui m'ont le plus intéressée, c'est le chapitre sur les médicaments, sur leur mode d'action et leur mode de podologie, leur posologie. Pourquoi podologie? Parce qu'il faut que j'aille me faire soigner les pieds, donc mon inconscient me le rappelle. Vous êtes content de le savoir. Les modes de posologie des médicaments et leur efficacité sur certaines formes d'anxiété sociale et pas sur d'autres. Là aussi c'est hyper intéressant. Et une partie sur la perception culturelle de la timidité qui, dans différentes cultures, est perçue de manière plus ou moins normale d'une part et d'une manière plus ou moins positive ou négative d'autre part.
évidemment on est dans un environnement qui façonne aussi nos modes de pensée, mais c'est vraiment ne pas s'auto-décréter des traits identitaires qui en fait peuvent changer. Et si l'anxiété sociale à un degré plus ou moins élevé est un sujet qui vous concerne, je pense que c'est un livre qui peut vous donner foi et puis peut-être vous donner envie, si ce n'est pas déjà le cas, d'aller vous faire aider par un professionnel de santé qui saura vous accompagner dans la démarche d'exposition notamment. Parce que dans ce livre, on a quelques pistes de soins, de petits exercices à faire au quotidien, et l'important c'est vraiment de les faire avec des proches, et puis ensuite on hiérarchise les difficultés, et petit à petit on y va. On évalue postérieurement l'exercice, comment il s'est déroulé, et c'est vraiment une démarche progressive, mais il faut la faire. Je pense que tout le monde, au moins en capacité de lire sur cette planète, devrait lire ne serait-ce qu'un livre de vulgarisation psychiatrique dans sa vie, parce que c'est un bon exercice de décentralisation de soi. Quand on n'est pas concerné par un sujet, une thématique, on ne peut pas en imaginer tous les tenants, toutes les conséquences et le degré de pénibilité que ça peut avoir dans une vie, toutes les choses à côté desquelles on se sent passer parfois à cause d'un handicap qui nous pèse et qu'on sent plus fort que nous avant d'avoir entamé des démarches pour le surmonter. Et je parle par exemple de l'anxiété sociale qui, comme je vous le répète, que je ne connais pas, ou alors à des moments ponctuels dans ma vie. Je veux dire, j'ai déjà pleuré à des examens oraux parce que j'étais trop stressée à ce moment-là. Donc c'est des choses qui nous parlent à tous, et c'est aussi ce qui est intéressant de comprendre, c'est que comme tout le monde a déjà été stressé dans sa vie par une situation sociale, comme tout le monde, je pense, a déjà ressenti le trac, tout le monde se sent légitime en fait pour porter une opinion sur le sujet, et c'est une des raisons pour lesquelles certains médicaments dont l'efficacité a été prouvée pour les symptômes de l'anxiété sociale et pour aider à dépasser sa peur, sont encore interdits de prescription pour ces troubles précis en France. Ils sont autorisés pour d'autres choses, mais pas pour l'anxiété, parce que beaucoup de praticiens apparemment s'opposent au fait de prescrire des médicaments à tous les timides de France. Et en fait, les gens qui se considèrent timides, parce qu'ils pensent connaître le sujet, s'opposent à l'idée de soigner les gens pour qui c'est un handicap plus lourd. En fait, il faut savoir reconnaître aussi que on peut souffrir de la même chose que quelqu'un d'autre, mais à un degré mais tellement moindre qu'on n'est pas légitime pour décider de comment la personne devrait être soignée ou non, ou si elle devrait être soignée. Donc ça c'est vraiment un truc qui m'énerve. Il faut faire cet effort de décentralisation de soi. Et à ce propos, je vous recommande la série Étiquette de France TV /, qui est un moyen facile et agréable de se rendre compte qu'il y a autant d'expériences, de vécus, de ressentis différents que de gens sur cette terre. Et voilà, ce livre est un bon livre pour muscler son empathie aussi, car nous n'avons jamais trop d'empathie sur cette terre. Bon, j'en ai marre de ce soleil là. J'ai regardé un documentaire dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a fait du bruit, et sans doute pas assez par rapport à l'importance du sujet. C'est le documentaire Seaspiracy qui est sorti sur Netflix et qui a été réalisé en 2021 par un Britannique de 27 ans qui s'appelle Ali Tabrizi, qui, je crois qu'on peut le dire, est un héros. Seaspiracy, c'est donc un documentaire qui expose les sombres secrets de l'industrie de la pêche, et quand on dit secret, le mot est bien choisi parce qu'on se rend compte à travers les rencontres et les interviews que le journaliste va essayer de mener, on se rend compte du lobbying et de la loi du silence qui règne et qui pèse sur cette industrie, y compris au sein de labels supposés promouvoir une pêche durable, qui, spoiler alert, n'existe pas. Il n'existe pas de pêche durable, parce que ces lobbies sont financés par des groupes aux intérêts, je vous laisse deviner, financiers. Le documentaire prend comme point de départ le constat de la destruction massive de l'océan par les actions de l'espèce humaine,
la destruction de son écosystème, la menace qui pèse sur toutes les espèces de l'océan et donc aussi les espèces terrestres, car les deux sont vraiment indissociables, et donc qui pèsent sur nous. On est en train de s'autodétruire, mais ça... quel scoop! Mais on se rend compte aussi de la menace qui pèse sur des groupes d'individus plus restreints, donc des animaux mais des hommes aussi, des hommes et des femmes et des enfants, dans certaines régions du monde, ou de certaines classes sociales, ou de certaines populations, de certains secteurs d'activité donnés. Par exemple, il y a toute une partie sur l'esclavagisme qui règne en maître sur les bateaux de pêche au large de la Thaïlande, la famine dont souffrent à cause de la surpêche et de la pêche illégale qui est un véritable braconnage, la famine dont souffrent les populations qui vivent sur les côtes d'Afrique occidentale, et les centaines de milliers de morts qui surviennent sur les petits bateaux de pêche illégaux toujours au large des côtes de l'Afrique occidentale, et qui est un nombre beaucoup plus important que le nombre de migrants morts en mer, ce qui est une autre catastrophe et une autre tragédie, mais de mettre ces chiffres en perspective, on se rend compte que il y a vraiment un problème en ce qui concerne toutes les thématiques liées à l'océan, c'est l'invisibilité de ces problèmes. Dès que ça nous concerne nous, les migrants qui affluent en Europe et comment on va les gérer, ah bah tiens, on va en parler, et puis parce que moralement il faut qu'on dise quelque chose, alors que bon, la pêche, tant que les poissons ne crient pas, et puis tant que les gens qui ont faim on les voit pas directement, bon... Ce que je retire du documentaire, c'est vraiment un reporter qui va au bout de sa démarche, c'est-à-dire qu'il a une idée en tête au départ du documentaire, et au fur et à mesure des rencontres qu'il va faire, des nouvelles questions qui se posent, ou de la gêne qu'il ressent par rapport aux gens qui ne veulent pas lui répondre sur un point précis, il va vraiment creuser les nouveaux sujets qu'il découvre au fur et à mesure, sans a priori, et parfois au péril de sa vie. Et c'est un documentaire qui termine sur une note positive, et heureusement, parce que je pense que ça fait partie de sa force de frappe. C'est une note d'optimisme qui n'est pas du tout surjouée ni artificielle. Il est d'autant plus fort, cet optimisme, qu'il ressurgit au terme d'une année de travail pour Ali Tabrizi et d'une heure de désespoir pour nous après le documentaire. Il ressurgit après des découvertes toutes plus choquantes les unes que les autres, après le deuil, la souffrance dont on est témoin. C'est un documentaire indispensable, et si vous avez la flemme de le regarder, ou soi-disant une sensibilité trop développée pour supporter ces images, je vous résume l'idée: arrêtez de manger du poisson et toute forme de vie sensible par ailleurs. My name is Ali. I've been fascinated with the ocean for as long as I can remember, but this romantic vision that I always had of the ocean completely changed. La dernière œuvre dont je souhaite vous parler dans ce bilan culturel est un film japonais de 1998 réalisé par Kore Eda et dont le titre en anglais a été traduit par Afterlife. C'est un film qui m'a été suggéré, ou dont j'ai eu vent grâce à Amy de la chaîne YouTube et du compte Instagram Anastasiali. Il fait partie des œuvres qu'elle a proposées à sa communauté dans le cadre de son printemps japonais. Pourquoi j'ai vraiment eu envie de regarder ce film? Paradoxalement, c'est parce que le Japon est un pays doté d'une culture qui, je le sais, fascine et intéresse beaucoup de gens, qui représente une forme d'exotisme unique au monde, et qui, pour être honnête, ne m'a jamais particulièrement touchée ou attirée, pour une raison que je n'explique pas. Il y a d'autres cultures pour lesquelles j'ai une passion débordante, mais le Japon n'en fait pas partie. Alors qu'en France, peut-être en particulier, il tient une place importante en termes d'onirisme et même de culture dans les arts. Une partie de la culture française a été influencée par cette fascination de la culture japonaise, et il y a des travaux historiques qui sont faits sur le lien entre ces deux pays, qui ne font d'ailleurs pas que dans un sens.
Donc on va dire que j'avais et j'ai toujours ce petit complexe d'infériorité culturelle, vous voyez peut-être, envers mon manque de curiosité pour le Japon. Alors si demain vous me proposez un billet d'avion pour le Japon, je prends. Hein. Et d'ailleurs, souvent je trouve que ce sont les voyages qui donnent envie de s'intéresser encore plus profondément à une culture, même si ça devrait quand même être en partie l'inverse, s'intéresser à une culture avant d'aller voyager là-bas, ne serait-ce que par respect pour le pays et les gens qui y habitent. Bref, tout ça pour dire que j'ai voulu regarder mon premier film japonais, même si j'avais vu quelques dessins animés comme Princesse Mononoke, Le Château dans le ciel, je crois qu'il s'appelle, et Mon voisin Totoro, which is the best. Donc voilà, je m'en étais arrêtée au dessin animé. Et là, c'est vraiment mon premier film japonais. Est-ce que c'est un film d'auteur? Je ne sais pas, sachant qu'on ne doit pas avoir les mêmes codes, les mêmes appellations qu'en France. C'était une entrée en grande pompe dans le cinéma japonais. Afterlife de Kore Eda est un film qui traite du sujet de la mort dans un premier temps, mais surtout du sujet de la mémoire et des regrets, qui sont des thèmes. C'est pour ça que j'ai eu envie de regarder ce film, qui me fascine et qui sont assez présents dans ma vie de tous les jours aussi. D'ailleurs, un de mes romans préférés traite de ce sujet de la mémoire et du choix volontaire ou involontaire des souvenirs. C'est le roman Vanishing Acts de Jodi Picoult, dont je vous mettrai la couverture ici, et que je vous recommande. Quant à Afterlife, pour vous résumer le synopsis, l'histoire se déroule dans un décor on ne peut plus réaliste qui fait penser à une maison de retraite ou un pensionnat, un établissement, dans lequel un groupe de personnes qui viennent de mourir arrivent, s'inscrivent à l'accueil et vont passer 3 jours, le temps de choisir le souvenir le plus important de leur vie. Au terme de ce choix, le staff du pensionnat, de l'institut, va recréer pour cette personne ce souvenir sous la forme de film afin qu'elle puisse le revivre et ensuite passer dans l'éternité. Donc pour choisir ce souvenir, les patients ou les défunts ont des entretiens avec les membres du staff, des entretiens individuels, un peu comme chez le psy. Et d'ailleurs, ces membres du staff sont en fait des gens qui sont décédés eux-mêmes, certains depuis de longues années, puisqu'ils ont décidé de ne pas choisir de souvenirs afin de ne pas passer dans l'éternité. Donc ils sont dans cet entre-deux et accompagnent les défunts dans le choix de leurs souvenirs à eux. Dans un premier temps, d'un point de vue technique, j'ai beaucoup apprécié la manière dont c'est filmé, puisque Kore Eda est un réalisateur issu du genre documentaire, et on retrouve un petit peu ce côté très réaliste dans sa manière de filmer Afterlife, alors qu'on a pourtant un jeu d'acteurs assez exceptionnel. On est vraiment face à des gens qui livrent leurs témoignages et on y croit dur comme fer. Donc si vous êtes un grand fan de films d'action, ce sera peut-être un peu trop statique et contemplatif pour vous. 西村さん西村さん結婚とかはお子さんとかお孫さんとかはここはお花咲かないのかしら En revanche, si vous aimez vous poser des questions et que vous êtes un être torturé, ça va être génialissime parce que le sujet donne lieu à toute une réflexion autour de la mémoire, des souvenirs, notamment lors des réunions d'équipe quand le staff se réunit après avoir collecté les souvenirs des défunts et qu'ils en discutent pour savoir de quelle manière ils vont les représenter sous forme de film. Par exemple, parfois ils se demandent est-ce que tel défunt a vraiment pu se souvenir de ça ou est-ce qu'il l'a inventé? Est-ce que les souvenirs peuvent remonter si loin dans la mémoire, à l'âge de 6 mois? Est-ce que c'est possible? Ce qui m'a un peu gênée dans le film, ou qui m'a questionnée en tout cas, c'est la manière de représenter les souvenirs sous forme de film. On ne peut plus prosaïque, c'est-à-dire que lorsque les défunts racontent leurs souvenirs, l'équipe va vraiment poser des questions très terre à terre pour comprendre comment c'était, dans quel décor, comment le recréer de la manière la plus fidèle possible. Par exemple, il y a un des défunts dont le souvenir le plus marquant a été son premier vol en avion et l'équipe ne dispose que d'un certain type d'avion qui n'est pas celui du souvenir, donc ils vont filmer l'avion sous un angle de vue qui donne l'impression que les ailes sont plus hautes
que celle de l'avion dont il dispose afin de mieux recréer le souvenir, ou alors un homme qui prenait le bus pour aller à l'école, on va prendre un ventilateur à palme pour recréer le sentiment du vent dans les cheveux, ou alors une danseuse qui se souvient d'un souvenir où elle dansait pour son frère. Elle se pose la question pendant plusieurs minutes, mais est-ce que je tenais mon mouchoir à la main au début de la scène? C'est hyper important. Bon, c'est vraiment des détails très concrets, et entre vous et moi, est-ce que c'est vraiment ce qu'on retient de nos souvenirs les plus marquants? Il y a des tonnes de détails dont je me souviens pas, mais c'est vraiment la sensation et l'impression qu'on a vécue sur le moment et le décor général qui fait la force du souvenir. Et pour moi, cet attachement aux détails matériels, ça se discute, mais pour moi, ça s'oppose à l'essence même du souvenir. Et un autre point pour lequel je me dis que je serais peut-être dans la team des gens qui décident de ne pas choisir de souvenirs, c'est que au moment de visionner en fait les souvenirs pour pouvoir passer dans l'au-delà, ça se fait vraiment en communauté, hein. Donc bon, peut-être que c'est aussi propre à la culture japonaise d'être toujours plus dans le collectif, mais c'est une salle de cinéma où toute la promotion va pouvoir visionner votre souvenir en même temps que vous. C'est quand même super intime. Et en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus humain que de partager ses plus beaux souvenirs, et est-ce qu'il y a une question d'intimité quand on est dans le passage entre la vie et l'au-delà? Je ne sais pas. En tout cas, le personnage qui m'a le plus touchée, c'est un jeune homme de 21 ans qui s'appelle Isseiya. Isseiya, ce jeune homme, répète à chaque entretien qu'il ne choisira pas. Qu'il peut, mais qu'il ne choisira pas. Et on finit par comprendre, à un moment du film, que... Bon, vous savez quoi, je vous dis pas pourquoi, mais je trouve que sa réflexion d'un jeune homme qui est censé être le moins mature de tous est tellement percutante. Et une autre réflexion que je me suis faite à propos du choix de ce souvenir, c'est que, en fait, on comprend qu'une fois le souvenir choisi, les défunts vont passer dans l'éternité avec ce seul souvenir avec lequel ils vont passer l'éternité. Il n'y en aura plus d'autres. Ils choisissent celui-là et exit les autres. Et je me suis dit, mais c'est horrible en fait. Enfin, on sature au bout d'un moment, même si c'est le plus beau souvenir de ta vie. C'est comme si on te demandait quel aliment tu choisirais si tu ne devais en manger plus qu'un jusqu'à la fin de tes jours, ou alors quelle musique tu écouterais s'il n'y en avait plus qu'une. Enfin, c'est... À la fin, tu pètes un câble. Et grâce à ce film, j'ai aussi repensé à la citation du grand philosophe Drake. Vraiment, c'est un film hyper touchant, très bien filmé, et en plus disponible sur YouTube en version gratuite, en version originale sous-titrée anglais, donc vraiment ce serait bête de s'en priver. Et enfin, dernière partie de cette vidéo, il n'y a pas de podcast ce mois-ci, je sais, vous êtes déçus, mais je me rattrape avec 2 articles de presse, puisque j'ai décidé que j'allais vous parler de temps en temps des articles de presse que j'ai trouvé marquants dans un mois en particulier. Le premier article s'intitule What is Web 3.0, écrit par Werner Vermaak sur le site CoinMarketCap. C'est un article qui parle de l'émergence d'une nouvelle forme de web qui fait suite au web 1.0 et 2.0 qui est la forme de web actuelle, et qui est un web dont l'intelligence artificielle et la blockchain vont structurer les modifications essentielles. Je trouve que le web est un outil dont je me sers à longueur de journée suffisamment pour que je m'intéresse à ce qui se passe de ce côté-là. Simplement, j'ai l'impression que les dessous du web sont un truc tellement mystérieux et compliqué que ça ne me concerne pas, ou que j'ai pas le niveau pour les comprendre. Et c'est pour ça que de gentils journalistes sont là pour nous expliquer à notre niveau ce qu'on peut et ce qu'on doit comprendre. Et le deuxième article que je vous recommande, bon parmi tant d'autres, mais celui-ci est très d'actualité parce qu'il s'appelle Why Apple's New Privacy Feature is Such a Big Deal, écrit par Chaim Gartenberg sur le site, je crois que c'est le site TheVerge.com, mais je ne suis pas sûre. Je vous le retrouverai parce que j'ai mal pris mes notes, je l'ai lu là ces derniers jours. En tout cas, c'est un article qui explique pourquoi Apple et Facebook ne sont pas copains en ce moment. Je pense que vous avez entendu parler de la mise en application d'iOS 14 qui va modifier certaines règles de la politique de confidentialité d'Apple et qui va obliger les applications disponibles sur l'Apple Store, y compris Facebook, à se soumettre à de nouvelles règles. Et tout comme pour le web, je pense qu'à partir du moment où l'on consomme
un produit ou un service développé par Apple, par Facebook, par une entreprise qui règne en maître sur ce monde, je pense qu'on peut difficilement faire mieux que s'informer sur leur politique, ou en tout cas ce qu'elles sont disposées à rendre public, pour consommer en connaissance de cause tout simplement. Je ne suis pas super optimiste quant à notre libre arbitre face aux GAFAM, mais bon. Heureusement que la législation française et européenne est là pour protéger les consommateurs, n'est-ce pas? Voilà qui clôt ce bilan culturel de longue haleine. J'espère qu'il vous aura plu ou qu'il vous aura fait poser certaines des questions que j'avais envie d'évoquer avec vous. Si vous avez des réflexions à votre tour, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Vous savez que rien ne me fait plus plaisir que discuter avec des gens intelligents comme vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Just heard of the Shorty George, got word of the Shorty George. Seems that it's a kind of jig, named for someone about so big.